Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre et discuter et réfléchir des sujets qui font l'actualité. Des sites inscrits au titre des monuments nationaux, d'autres reconnus patrimoine d'intérêt régional, des édifices et des objets historiques, les Yvelines regorgent de lieux d'histoire qui doivent être sauvegardés. C'est l'une des missions de nos trois invités. Françoise Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes documentaliste au sein d'Ingénierie, agence départementale au service de l'urbanisme et du patrimoine yvelinois. Frédéric Debuche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines et Sarah Cellier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes restauratrice de meubles anciens à Versailles. Alors, on va commencer avec un sujet, parce qu'il y a un chantier de restauration qui se déplace au Val-Fouré. C'est le château de Versailles qui délocalise pour 2 ans à Mantes-la-Jolie 4 statues colossales qui ont pris place dans l'ancienne usine de matelas Dunlop-Hulot. Regardez. C'est acté, convention signée entre le département des Yvelines et le château de Versailles pour la mise en place du chantier de restauration de 4 groupes sculptés sur l'ancienne friche du site industriel Dunlop-Hulot situé à Mantes-la-Jolie. Pour l'instant, 2 sont sur place, découpées en 85 palettes. Elles trônaient normalement sur les piliers des grilles de l'orangerie du château de Versailles. La restauration va durer environ 18 mois. En septembre prochain, cet espace sera ouvert aux visiteurs un jour par semaine. On va montrer ce travail aux habitants de Mantes-la-Jolie, aux jeunes qui pourront venir à la fois voir ce que sont ces métiers, le voir en temps réel, pouvoir même s'exercer à ce travail et puis comprendre l'importance qu'a ce patrimoine, non pas par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir. Avant l'ouverture tout public, une première opération aura lieu cet été auprès des jeunes issus des quartiers politiques de la ville et de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'été royal. Entre juillet et août, ce seront 3000 jeunes à peu près, entre 6 ans et 18 ans, donc avec des ateliers prévus pour eux et adaptés à leur âge notamment, et bien qui pourront venir ici découvrir ces travaux autour de la pierre et puis ensuite venir découvrir le château de Versailles. Lors de la signature de la convention, le département des Yvelines a officialisé la création d'un tiers-lieu culturel sur le site de l'usine Dunlop-Hulot, fermée depuis 2020. Diverses associations orientées culture urbaine comme le graphe, le breakdance ou encore la glisse urbaine étaient présentes pour donner un avant-goût de ce que va devenir cet espace de 1440 m². Plutôt que d'avoir une espèce de friche qu'on gardienne ou alors qu'on démolisse tous les bâtiments et qu'on ait un espace vide absolument pas glamour et sans usage, ça serait vraiment dommage. Et ça va être le premier tiers-lieu en Île-de-France en grande couronne. Un appel à manifestation d'intérêt va donc être lancé. En attendant, le bâtiment et ses abords sont en cours de rénovation. Coût total des travaux estimé à un peu moins d'1 million d'euros. Alors, ce chantier s'intègre dans une aide exceptionnelle de 15 millions d'euros sur 3 ans, votée par le département pour soutenir le château de Versailles. Françoise Lefebvre, dans les Yvelines, il existe un dispositif Restauration des patrimoines historiques 2020-2023. Il concerne exclusivement la restauration du patrimoine historique monumental, mobilier et documentaire. C'est bien ça ? Alors, exclusivement, c'est effectivement déjà très vaste. C'est un dispositif qui permet aux communes de demander des subventions pour la restauration de leur patrimoine, parce que les communes sont propriétaires d'un patrimoine historique qui est relativement cher à entretenir, en particulier pour des petites communes rurales. Et c'est à cet effet que le département a mis en place ces dispositifs de subvention, donc, qui se déclinent avec ce dispositif d'aide à la restauration du patrimoine historique. Il y a un dispositif qui est tout nouveau, qui lui concerne des carnets d'entretien, parce qu'on a constaté qu'il valait mieux prévenir que guérir. Et donc pour pouvoir aider les communes à prendre soin de leur patrimoine au quotidien, on a mis en place ce dispositif d'entretien. Et il y a un troisième dispositif qui, lui, est les fonds d'urgence, quand il y a vraiment une catastrophe. Et c'est un dispositif qui est apparu en 2016, après la grande inondation, qui a révélé l'urgence. Dans ce cas-là, qui a touché beaucoup de sites voilà, exactement. Saint-Quentin-en-Yvelines regorge de lieux patrimoniaux. En 2014, 3 sites de l'agglomération sont labellisés patrimoine d'intérêt par la région Île-de-France. Frédéric Debuche, ça apporte quelque chose en particulier, ce label ? Alors, petite précision, 2019. 2019. de 3 œuvres de l'art public.
En fait, 2014, c'était pas possible puisque c'était un label qui n'était pas encore créé. Tout à fait, c'est une erreur. Qui a été créé en 2017 par la région Île-de-France. Et c'est un label de reconnaissance du patrimoine francilien, donc patrimoine d'intérêt régional. Et effectivement, on a candidaté assez rapidement pour présenter un dossier d'art public, réunissant trois œuvres majeures du territoire. Donc, vous les avez citées. Hein. Il y a majeure monumentale. Voilà, il y a la Porte de Paris avec l'Arche de Kowalski, Mercado, qui symbolise les sources de la Bièvre. Et puis, au débouché du canal urbain, l'œuvre de Marthe Pan, la perspective. Qui est pas très loin de nos studios. Sarah Célie, vous êtes la toute nouvelle gérante de l'atelier Les Sycomores à Versailles. Votre spécialisation, les meubles anciens. Ça demande un savoir très particulier, j'imagine. Écoutez, oui, il faut effectivement connaître les méthodes utilisées à l'époque. Donc nous, on est spécialisés dans les siècles 17, 18 et 19e. Donc il faut connaître toutes les méthodes de fabrication donc d'ébénisterie d'époque pour restaurer de la même manière, utiliser les méthodes anciennes, les colles anciennes, les assemblages anciens, le plaquage scié. Donc il faut connaître... Sans dénaturer, pour ne pas dénaturer l'œuvre, si je peux utiliser ce mot. Exactement, le but pour nous c'est de ne pas montrer qu'on est intervenu. Voilà, exactement, et quand c'est le cas, on est les plus heureux. Voilà. Alors les meubles, souvent c'est lié à des déplacements. Quand ça s'abîme, à 50 ans de mine, les œuvres, elles sont plutôt d'art urbain, elles sont au nombre de 40, soumises aux intempéries. C'est plus dur d'être aux petits soins de ces ouvrages. Alors c'est effectivement un patrimoine qu'il faut entretenir. Alors ce qui est déjà important, c'est de faire reconnaître ces œuvres en tant qu'éléments du patrimoine, et ça c'est en phase de devenir. Il y a un fort attachement, je pense, aussi bien de la population, mais aussi de la collectivité à cette collection, et une vraie volonté pour entretenir ces œuvres, qui ont pour certaines déjà une quarantaine d'années d'existence. Elles sont à l'air libre, elles sont donc soumises aux intempéries, mais aussi bien sûr au vandalisme et puis à l'usure du temps, naturellement. Après, il y en a certaines qui sont réalisées dans des matériaux qui sont un peu fragiles. Donc, tout cela demande une politique d'entretien et qui est mise en œuvre, et notamment par le musée de la ville. À la fois une politique d'entretien et de restauration, puisque l'idée c'est, comme le disait Madame Lefebvre, d'avoir une politique d'entretien, c'est très important pour éviter que les œuvres soient dans un état trop dégradé. D'arriver trop tard et où ce sera peut-être presque irrécupérable. En même temps, il y a des moments où il faut vraiment passer une phase de restauration. Et là, c'est une politique qui est engagée maintenant depuis 3 ans, et on est à une douzaine de chantiers engagés. Alors, soit sur des restaurations proprement dites, des interventions d'entretien, ou alors des études préalables qui permettent de dresser les pistes qui devront être tenues pour la restauration de l'œuvre. Françoise Lefebvre, on en a parlé, juste pour ça que j'ai dit 2014, que c'est 2014, c'est Ingénierie qui est lancée. Vous l'avez dit, ça participe à la conservation, restauration. Les Yvelines, c'est quand même 500 édifices protégés au titre des monuments historiques, mais 6000 qui ne le sont pas. C'est ce qui impacte les communes, notamment, j'imagine, les églises. On avait fait un sujet sur une église du XIIe siècle qui devait être entretenue. Tout à fait. C'est vraiment un sujet très très important. On voit même, on l'a vu récemment dans la presse, quand un village perd son église parce qu'on ne peut plus, le village n'a plus les moyens de la restaurer. C'est pour le village, pour les habitants, c'est en même temps la perte de leur identité, la perte de repères. C'est l'endroit où ils se sont mariés, l'endroit où leurs parents ont été enterrés. C'est quelque chose de crucial. Donc pour nous, c'est très important d'entretenir ce patrimoine au titre de cette mémoire, mais également parce que bien souvent, l'église, c'est le premier musée du village. Parce que c'est pas seulement un édifice, mais c'est aussi un endroit qui accueille un certain nombre d'objets, le plus souvent des objets religieux, parfois des objets un peu moins traditionnels, mais c'est la première confrontation avec un objet d'art que peuvent avoir les citoyens. C'est les communes qui viennent vers vous, c'est Ingénierie qui prospecte aussi un petit peu pour se rendre compte de l'état des lieux. Ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu un travail avec un bâton de pèlerin
pour aller convaincre les communes que ça pouvait être intéressant pour eux de faire appel à ce genre de dispositif. Et puis le bouche à oreille, c'est fait. Et maintenant, c'est les communes qui nous sollicitent. Donc ça se fait dans les deux sens. Sarah Cellier, vous travaillez pour les particuliers. Vous êtes aussi amenée sur des gros chantiers. Alors quand je dis gros chantiers, vous avez le château de Versailles qui est pas loin. Oui, ça vous arrive de travailler aussi avec eux? Alors nous, notre clientèle, ma clientèle est plus comment dire, particulièrement, ce sont des particuliers, voilà, des privés. Après, il nous arrive de travailler pour le mobilier national. Enfin, à l'époque, c'était le cas. Maintenant, ça va revenir un petit peu, mais effectivement, on peut avoir de beaux chantiers. Et le but, c'est de ne pas, comment dire, c'est de pas justement rester sur une clientèle privée, mais s'ouvrir le plus possible de grands chantiers. Oui, ce que vous dites nous, parce que vous récupérez un atelier, celui de Alain de Lavalade. Il est expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, notamment. C'est des expertises que vous allez garder? Écoutez, oui, je suis formée. Voilà, le but est de pouvoir prendre le relais et de pouvoir expertiser à mon tour. Voilà. Vous parliez de ne pas rester sur des particuliers. Finalement, il y a beaucoup de particuliers qui ont besoin de restaurer du mobilier ancien, surtout du mobilier du XVIIe au XIXe siècle. Alors, 19e, on peut encore, le XVIIe, ça paraît surprenant. Presque. Ça arrive encore, 17-18, beaucoup. Oui, ce sont des clients qui ont souvent une transmission de patrimoine familial, qui veut justement, par la suite aussi, transmettre à leurs enfants et petits-enfants. Donc, c'est vraiment comment dire, c'est sentimental. Donc on a envie de pouvoir continuer à transmettre. Voilà, et ce sont les valeurs qui sont les plus mises en avant par nos clients. On l'entend, l'histoire d'une ville sentimentale. Frédéric Debuche, c'est aussi pour ça qu'on doit conserver ces œuvres et pas les laisser dépérir. Oui, puis surtout que cette collection à Saint-Quentin en Yvelines est vraiment participe de l'identité du territoire. On a voulu construire ces villes nouvelles finalement comme des villes anciennes, avec toutes leurs fonctionnalités d'usage, mais aussi avec ce qu'on appelle parfois ce supplément d'âme, qui sont ces œuvres en plein air qu'on avait déjà dans la ville ancienne, dans la ville antique, aussi naturellement dans la ville médiévale ou moderne. Donc c'est une longue tradition. Après, il y a un changement, bien sûr, dans le principe de commande, dans la façon dont ces œuvres sont réalisées, et puis naturellement dans leur courant stylistique, qui illustre là les dernières années, les dernières décennies du XXe siècle. Et on a une vraie collection avec différents courants. Mais qui forme l'identité et forme un peu le lien sur ce territoire, avec une caractéristique très forte de cette production qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de villes nouvelles ou dans d'autres aménagements urbains type La Défense. C'est une politique que l'on retrouve aussi sur les objets, parce que le musée de la ville a, ça fait de ma part, quelques 6000 objets de collection. Vous faites régulièrement des expositions temporaires. On porte la même politique sur l'objet comme on peut y avoir sur le mobilier ancien? Oui, tout à fait. Alors nous, on a une collection particulière, on a très peu de bois, plutôt des objets en plastique, puisque notre collection, notamment notre collection design et mode de vie, est essentiellement axée sur les années 60, 70, 80, donc la grande époque des plastiques, des polymères, etc. Mais, et donc des problématiques de restauration, évidemment. Avec une obligation, puisqu'on est musée de France, de faire appel à des restaurateurs diplômés, évidemment, pour restaurer ces collections. Françoise Lefebvre, l'aspect restauration d'œuvres, elle est lié aussi à ingénierie. En 2018, TV78 avait suivi le travail autour d'un tableau du XVIe siècle, retrouvé un an auparavant dans un presbytère, celui de la paroisse de Sartrouville. On est aussi au petit soin, vous avez des restaurateurs, des peintres, si je peux me permettre, qui sont là pour redonner de l'éclat à cette histoire yvelinoise. Tout à fait. L'ingénierie et le pôle patrimoine d'ingénierie accompagnent les communes, cette fois-ci beaucoup plus profondément que pour la restauration des édifices, parce que c'est une compétence que les communes n'ont pas. Donc nous avons au sein du service deux
conservatrices qui vont conseiller les communes et qui vont prendre la maîtrise d'ouvrage sur ces restaurations et qui vont sélectionner les restaurateurs qui vont travailler sur les tableaux. Parfois, le résultat est spectaculaire parce qu'il faut... là, vous parliez de Sartrouville. Moi, j'ai un autre exemple en tête dans une autre commune, Perdreauville, où le tableau n'était plus un tableau. Ça ressemblait à un morceau de toile cirée ou une serpillière qui a été retrouvée, qui n'avait même plus de châssis, retrouvée à l'occasion d'un nettoyage dans la sacristie. Et il a fallu déjà reconnaître que c'était un tableau ancien, convaincre après la commune que peut-être du besoin de le faire restaurer. Il y a eu une première intervention d'urgence qui a consisté à coller des papiers sur la surface de l'œuvre pour empêcher que tout s'en aille. Et en collant le fait d'humidifier la surface a permis de faire ressortir le dessin qui était complètement caché sous la crasse. Et cette première intervention d'urgence a pu derrière tirer le fil pour convaincre les différents partenaires que non seulement c'était intéressant, mais en plus derrière il a pu être présenté au classement. Donc c'est un tableau du XVIIe, c'est un sujet religieux, mais c'est une facture exceptionnelle. Et qui était dans une sacristie. Et grâce au travail des restaurateurs, des conservateurs, tout ça a pu revivre. Oui, c'est ce genre de découverte, Sarah Cellier. Vous avez une très jeune carrière encore, mais peut-être qu'avec Monsieur de la Valade, quand vous en avez parlé, est-ce que des fois on découvre des pépites auxquelles on ne s'attendait pas ? Alors, ce sont souvent les clients qui viennent nous voir, nous demander, nous faire donc une expertise. Nous demander si ce meuble est d'époque ou de style. Et effectivement, souvent, j'ai encore eu l'exemple aujourd'hui, un couple de clients qui sont passés en me disant cette commode, elle est 19e, donc elle vaut pas grand-chose. Et en arrivant, nous, on l'a vu arriver, cette commode, et en fait, non, elle était bonne d'époque, elle était fin 18e, donc Louis XVI, elle était d'époque. Et les clients n'y croyaient pas. Donc c'est vrai que ça peut arriver parfois d'avoir... des trésors dans des greniers. Oui, ça arrive aussi. Et puis les gens les ont délaissés en se disant que ça ne valait pas la peine de restaurer. Et puis en fait, avec le temps, soit c'est transmis, soit ça a été vendu, ou ça a été retrouvé, comme vous dites, dans un grenier. Là quelqu'un s'y intéresse et nous le donne à restaurer. Et c'est comme ça qu'on retrouve de très belles pièces. J'imagine qu'il y a un certain plaisir finalement quand on découvre... c'est quelque chose auquel on s'y attend parce qu'on s'y connaît, mais finalement le client ou la commune se dit ah oui, on avait quand même ce trésor, alors, sans parler financièrement, ce trésor chez nous. Oui, effectivement, quand on parle de trésor, là on parle de trésor sentimental, pas financier, et puis d'époque. Donc effectivement, les gens sont surpris dans le bon sens. Et puis effectivement, après, ont encore plus l'envie, le cœur de faire restaurer ces objets-là. Pareil, vous avez du côté des communes où finalement on se dit ah mais finalement on a aussi ça dans un placard, on a ça à cet endroit. Tout à fait. Je pense à une autre commune aussi où à l'occasion de travaux dans l'église pour refaire l'enduit, il y a eu un premier piquetage qui a révélé des enduits peints anciens, et en dégageant petit à petit, les travaux sont arrêtés. Et du coup, après, l'ensemble a été dégagé, alors qu'au départ, personne n'était très enthousiaste à l'idée de faire ces travaux. Et bien finalement, c'est un Saint-Christophe qui est apparu. Tout le monde connaît le Saint-Christophe qui porte le Christ et qui fait le passeur. C'est une découverte exceptionnelle aussi, là, fin 14e, début 15e. Et la commune, du coup, se retrouve... fière de posséder cette œuvre qui a permis en plus elle est protégée, du coup l'église est protégée, pour la commune, vraiment c'est exceptionnel. Et Frédéric Debu, je vais terminer avec vous. Donc on l'a bien compris, ce sont des œuvres plus récentes. Celle qui a fait l'actualité, c'est la perspective de Martha Pan. Elle va retrouver son éclat ? Alors oui, enfin pas tout de suite, il faudra encore un petit peu de temps. Mais c'est une œuvre qui a effectivement fait l'objet d'une étude préalable.
qui a été rendu il y a déjà presque 2 ans maintenant, en 2020. Et sur la base de cette étude, on pourra prochainement, on l'espère, lancer la restauration. Alors d'abord un marché de maîtrise d'œuvre, et puis après les marchés de travaux. On est sur des œuvres qui sont finalement plus de l'ordre du monumental. C'est beaucoup plus proche d'un bâtiment en type de restauration qu'une œuvre ou qu'un élément de mobilier, par exemple. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas le déplacer. Ouais, voilà. Donc on est sur du temps relativement long, mais qui mérite, parce que c'est une des œuvres majeures du territoire. Et il faut... alors, nous, on n'est pas dans ce phénomène de redécouverte ou de découverte d'œuvres, comme on peut l'avoir dans des églises, mais à chaque fois, une étude et le fait de se pencher comme ça de façon plus précise sur une œuvre permet de mieux la comprendre et dans un sens aussi de la redécouvrir, et qui permet de comprendre à travers une œuvre comme Martha Pan, les choix éclairés qui ont pu être faits à l'époque sur les artistes retenus pour ces commandes publiques. Et c'est quand même une manière de redécouvrir l'œuvre que de s'y intéresser pour sa restauration. Je propose qu'on s'arrête sur ces mots. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour parler de comment on travaille et on respecte le patrimoine yvelinois. Bien sûr, vous l'avez compris, ce statut de société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.